Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre influenceur sur YouTube. Il entraîne ses spectateurs dans des expéditions fascinantes, que ce soit en pleine jungle, sur les sommets les plus inaccessibles ou sous terre. Vous allez le voir, il s'appelle Nico Mathieu et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'une exposition qui a lieu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, qui s'appelle L'Âge Atomique et donc qui propose de revisiter l'histoire à travers l'imaginaire de l'atome. Super Jeanne, on en parle avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. On va plonger au cœur de l'évolution numérique dans nos écoles. Les environnements numériques de travail ou ONT sont devenus, vous le savez, des outils incontournables pour les établissements, pour les élèves, les enseignants aussi, qui leur permettent de collaborer, de suivre la vie scolaire de manière centralisée aussi. Des plateformes qui transforment peu à peu notre manière d'apprendre, de gérer aussi le quotidien à l'école. Mais alors une question, comment ces ENT et puis toutes les autres solutions qui les entourent répondent-ils aux enjeux actuels, notamment en matière de protection des données? On va en parler avec notre invitée, elle s'appelle Nadia Amal. Bonjour Nadia. Bonjour. Ravie de vous recevoir à nouveau sur le plateau de l'École du Futur. Votre invitation. Bon, on va parler de tout ça. Vous êtes la directrice adjointe du pôle éducation et famille chez DocaPost, qui a racheté récemment Index Éducation et donc Pronote. Tout ça, on en parle dans un instant, juste après le focus. Dans la jungle, en montagne ou même sous terre, Nico Mathieu ne recule, vous allez le voir, devant rien. Explorateur et vidéaste français, il partage sur sa chaîne YouTube son quotidien d'aventurier. Voilà donc aujourd'hui une immersion inédite dans les endroits les plus extrêmes du globe qu'on vous fait découvrir avec notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Kohler. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à Saül, une commune en plein cœur de la Guyane, en Amazonie. Aujourd'hui, cette expédition va être vraiment sous le signe de l'aléatoire. Il va se passer énormément de choses. Allez, c'est parti, la vidéo peut commencer. Lui, c'est Nico Mathieu, véritable aventurier des temps modernes. Ancien professionnel du marketing, mais également grand amateur de parcours, il troque en 2019 son costume pour un sac à dos. Un virage à 180 degrés qui a su conquérir plus de 528 000 abonnés qui suivent de près chaque nouvelle aventure. À seulement 29 ans, sa chaîne YouTube est devenue un véritable carnet de voyage digital. Des Alpes françaises au désert d'Amérique du Sud, Nico nous emmène dans des expéditions toujours plus impressionnantes. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à transformer chaque défi, chaque voyage, en véritable leçon de vie. Ça fait un mois que j'ai embarqué en packraft au pont de Guessabo. Chaque journée a été un spectacle de situations improbables et uniques avec les habitants de la forêt. Cette curiosité mutuelle qui me donne l'impression de faire partie de l'écosystème. La forêt de Taï sera à tout jamais, pour moi, une capsule temporelle des anciennes forêts d'Afrique de l'Ouest. Sa communauté, forte de plus d'un demi-million d'abonnés, ne s'y trompe pas. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables compagnons de voyage virtuels. Le jeune homme les encourage à partager leurs propres expériences, créant ainsi un véritable réseau d'aventuriers en herbe. Alors, que nous réserve-t-il pour la suite? Entre expéditions toujours plus audacieuses, nouvelles techniques de survie insolites et paysages à couper le souffle, dans un monde où les expéditions semblent réservées à une élite, Nico Mathieu prouve que chacun peut devenir explorateur, ne serait-ce que le temps d'une vidéo. Une invitation en voyage qui ne manquera pas de séduire encore de nombreux internautes en quête d'évasion. Ciao tout le monde. Allez, toute autre chose à présent. On va explorer un sujet qui touche directement nos établissements scolaires, les environnements numériques de travail, ces plateformes qui facilitent la communication entre les enseignants, les élèves et les parents. Parce qu'au-delà, vous allez le voir, de la gestion de la vie scolaire, ces outils numériques sont au cœur de la transformation digitale de nos écoles avec des enjeux majeurs. Et notre invitée est là justement pour discuter avec nous de l'impact de ces innovations sur le quotidien des établissements et de leur avenir. On en parle tout de suite avec elle dans la première partie du talk.
Nadia Amal est donc avec nous, directrice adjointe du pôle éducation et famille chez DocaPost. Alors DocaPost, c'est lié de manière intrinsèque et depuis quelques années maintenant à Pronote. Pronote, un acteur majeur des usages numériques en milieu scolaire. C'est 30 ans d'existence, 18 millions d'utilisateurs, 10 000 établissements du primaire au supérieur. Mais Pronote, ça fait bien plus que ce qu'on a en tête quand on y pense. Est-ce que vous voulez bien nous présenter justement toute la galaxie Pronote? Vous avez presque tout dit. C'est vrai. Je vais rajouter peut-être quelques petits éléments, mais oui, en fait, Pronote, aujourd'hui, c'est le logiciel de vie scolaire qui est installé dans quasiment tous les collèges et les lycées publics en France. C'est une histoire qui a 30 ans et qui s'est fait avec un travail vraiment de co-construction avec les chefs d'établissement. Et les familles, puisque les élèves, les enseignants, les familles se connectent à Pronote, mais le début de l'histoire, c'est l'emploi du temps, qui est le socle aujourd'hui d'un établissement avec un logiciel qui s'appelle EDT et qui aide les chefs d'établissement à créer l'emploi du temps que tout le monde attend patiemment à la rentrée. Et évidemment, évidemment, et qu'on connaît presque tous. C'est vrai que ça révolutionne quand même la vie de chacune d'entre eux. Et, le fait de le créer avec un logiciel, ça c'est sûr, parce que pour la petite histoire, il y a 30 ans, les chefs d'établissement partaient beaucoup moins en vacances parce qu'ils passaient beaucoup de temps à créer un emploi du temps papier et le logiciel aujourd'hui permet ça. Et c'est venu avec le travail de co-construction avec les chefs d'établissement vraiment Pronote, qui va à la fois gérer la vie scolaire, les évaluations, les notes. C'est plus de 1000 fonctionnalités aujourd'hui qui permet à un établissement de construire son projet pédagogique avec cet outil comme aide au quotidien, en fait, et qui est aujourd'hui le lien avec les familles. Je vois Jeanne Dreyfus qui Je me souviens réagit. de la complexité que c'était de créer des emplois du temps. Et est-ce qu'on a toujours des carnets de correspondance ? Eh bien, encore une fois, c'est numérisé ou pas ? Parce qu'en fait, Pronote, c'est un outil métier qui est entièrement paramétré par le chef d'établissement. Et donc, en fonction du projet pédagogique de l'établissement, ça peut ou pas remplacer l'emploi du temps. Bon. Et remplacer, pas l'emploi du temps, le carnet de correspondance. Jeanne, vous ne pouvez plus sécher les cours, ça suffit. Ça maintenant. devient quand même beaucoup plus dur, puisque très souvent, on envoie un SMS pour prévenir les parents quand vous n'êtes pas en cours, pour des questions de sécurité. Bon, justement, de la sécurité, on va en parler dans un instant. D'abord, vous avez récemment accueilli la ministre, la secrétaire d'État Clara Chapaz au sein des équipes d'Index Éducation à Marseille, c'était il y a quelques semaines. Quelles étaient les thématiques centrales de cette entrevue, de cette rencontre ? On était ravis, c'était un honneur pour nous d'accueillir la ministre en charge du numérique et de l'intelligence artificielle à Marseille, puisque Marseille, en fait, c'est vraiment le berceau d'Index Éducation, de Pronote. Donc ça nous a permis de lui montrer à la fois quelle était notre empreinte locale, mais aussi l'empreinte numérique qu'a aujourd'hui Index Éducation à Marseille, puisque notamment nous sommes premier hébergeur de données scolaires. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'était important de lui montrer ceci et puis de lui montrer justement toute l'évolution. Vraiment, c'est l'empreinte technologique que nous avons avec nos équipes, puisqu'on a 160 personnes aujourd'hui qui travaillent à assurer que ces 18 millions d'utilisateurs, chaque jour, peuvent utiliser Pronote sans se poser de questions de si ça fonctionne ou pas. Et c'est vrai que ces 18 millions d'utilisateurs, ça nous engage. Ça nous engage beaucoup. Si je peux vous donner quelques chiffres clés, c'est 400 millions d'événements par jour, techniques, qui sont sur la plateforme. C'est 20 millions de connexions jour, les journées d'école. Il vaut mieux pas que ça tombe en panne. Hein. Voilà, si je prends un exemple du mardi, avant les vacances scolaires, c'était 1,5 million d'utilisateurs connectés en même temps au moment de faire les devoirs. Donc aujourd'hui, Pronote, c'est un quotidien. Est-ce que justement cette rencontre aussi avec Clara Chapaz, c'était quelque part une reconnaissance des efforts de Pronote pour la numérisation de l'éducation, de votre engagement aussi pour ce secteur depuis 30 ans, on l'a dit? Oui, tout à fait. Et puis c'était aussi saluer le fait que nous avons obtenu de la part de l'ANSSI la qualification SecNumCloud et qu'aujourd'hui Pronote respecte les plus hautes exigences en matière de sécurité de la donnée, de protection de la donnée. Et ça, pour nous, c'était un enjeu très important que les équipes vous souhaitaient partager avec
avec la ministre. Alors justement, certification dont on va parler dans un instant. D'abord, la question de la sécurité donnée, elle est essentielle. C'est vrai, aujourd'hui encore plus dans le domaine scolaire, vous l'avez dit, parce qu'en mars dernier, vous étiez venu sur ce même plateau lorsque des dizaines d'établissements scolaires en France avaient été visés chacun par des menaces par mail, évoquant notamment une attaque à l'explosif. Ça avait provoqué la suspension des messageries des ENT pendant plusieurs jours, pas uniquement Pronote, tous les autres aussi. On en est où aujourd'hui de ces attaques, de ces menaces? Est-ce qu'elles continuent, mais elles sont juste moins médiatisées? Non, je crois qu'il y a eu un effet boule de neige qui s'est passé au mois de mars et qui ne s'est pas reproduit depuis. Ouais. Maintenant, effectivement, tout le travail qui est fait par les équipes en termes de sécurité sont chez nous des grands principes en matière d'exigence dont je vous parlais, qui sont à la fois techniques, à la fois organisationnelles, à la fois juridiques. Et si je reviens par exemple sur ce point-là, nous, depuis très longtemps, on se dit que la messagerie, eh bien, elle doit être contextualisée pour qu'elle puisse être utilisée que dans le contexte de l'école. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un pronote égale un établissement. Donc malheureusement, si jamais un élève dérape, c'est toujours possible, mais il ne pourra déraper qu'au sein de sa classe. Le risque est limité. Et le risque est limité. Et en plus, il ne peut pas mettre n'importe quelle pièce jointe. Et ça, c'est vraiment pour nous essentiel d'avoir travaillé sur la contextualisation de la messagerie. Alors, vous l'avez dit, Nadia, Pronote a reçu la qualification Secnum Cloud. Ça consiste en quoi, ce label? Je crois que vous avez travaillé avec l'ANSSI, c'est ça? Oui, alors déjà, c'est une qualification qui est délivrée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale en charge de la sécurité informatique. C'est une qualification qui demande effectivement de revoir à la fois ses processus techniques, organisationnels et juridiques, comme je l'ai dit. Donc on est content, c'est 2 ans de travail. Et qui en fait a salué, au-delà des évolutions qu'on a mis en place pour obtenir cette qualification, mais globalement elle a salué les 30 ans d'expérience où déjà la sécurité faisait vraiment partie des enjeux forts d'Index Éducation. Donc c'était pour nous une suite logique des certifications 27001 et autres. Et peut-être la particularité que nous avons, c'est que nous sommes notre propre hébergeur de données de santé, de données scolaires, mais qui sont tout aussi importantes que les données de santé. Et pourquoi je fais ce petit lapsus avec les données de santé, c'est que notre conviction chez DocaPost, puisque nous sommes aujourd'hui un acteur majeur de la confiance numérique, c'est que les données scolaires sont des données sensibles, au même titre que d'autres. Et c'était vraiment un choix stratégique important pour DocaPost, qui était de dire, notre conviction, c'est qu'on doit les traiter de la même façon. Et c'est ce qui nous a amené à cette qualification. Bravo, en tout cas, on va continuer à en parler aussi de vos autres actualités, parce que vous êtes venus sur ce plateau avec un petit caddie d'actualité. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Nadia Amal de chez DocaPost. Nadia, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui d'une exposition qui a lieu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, qui porte sur la bombe atomique et sur l'influence que cet âge de l'atome va avoir sur l'art. Absolument. Le nom de l'expo, en effet, l'âge atomique, et le sous-titre « Les artistes à l'épreuve de l'histoire ». Et en illustration, cette icône de l'hubris humaine qu'on connaît tous, le champignon nucléaire. On la connaît trop bien, cette image. Et justement, l'exposition, eh bien, elle s'emploie à la décortiquer, à décortiquer ce symbole, à commencer par raconter notamment son histoire qui est très loin d'être neutre. Cette image, elle a en effet été au cœur de tout un appareil de communication au pays de l'oncle Sam. Et où travaillait mieux une image américaine que Hollywood? Eh bien, à Hollywood, le gouvernement américain avait installé un studio de cinéma top secret, le Lookout Mounted Labs, qu'on connaît pas forcément très bien, mais pourtant il était équipé de dizaines de caméras, d'un studio de son, d'une salle de projo, pour produire le tout plus de 6500 films classés confidential. Et l'expo nous rappelle eh bien, que nombreux Américains autres ont été à surfer sur ce spectacle nucléaire. On peut parler notamment de cette vague d'hôtels à Las Vegas dans les années 50 qui vantaient leur vue plein nord sur le désert du Nevada pour observer, on le voit un petit peu au fond de la photo, eh bien, les essais de Plum Bob ou de Dirty Harry, ou ces concours de beauté comme le Miss Atomic Bomb, et oui, qui avait lieu au Sands et qui associait l'explosion de joie à celle de la gloire et du progrès incarné par la bombe dans une confusion plus que malheureuse. Est-ce que l'exposition remonte justement aux origines de cette histoire de l'âge atomique? Absolument, et en France, l'âge moderne de l'atome, il est lié aux découvertes de Marie et de Pierre Curie dans les années 1890, notamment grâce à la radioactivité du polonium puis du radium. Et dès le départ, on le voit ici sur cette photo, qu'il y a une vraie proximité entre les recherches sur la matière et les conséquences que ça va avoir sur les représentations. Pour la photographie, si on la remet, eh bien Pierre et Marie Curie, ils avaient utilisé une longue exposition justement pour capter en fait la luminescence du radium qui semble un peu animée comme ça d'une force intérieure presque magique. Et ces découvertes, les deux scientifiques, ils les ont partagées à l'époque avec leurs contemporains artistes. Ils étaient même dans le public lors de la Radium Dance, performée par Loie Fuller, cette danse de papillons colorés devenue mythique, pour laquelle l'artiste avait demandé au Curie de lui procurer de l'uraninite. Et oui, matériau radioactif qui était là pour exprimer cette vie universelle de la matière. Alors, finalement, elle n'avait pas utilisé l'uraninite, parce que c'était radioactif et donc trop dangereux, heureusement pour elle. Oui, effectivement, j'imagine que ça a été malgré tout une révélation pour de nombreux artistes. Absolument, ça a été même une révélation énorme, explosive, si j'ose le mauvais jeu de mots. Cette influence sur les avant-gardes du début du XXe siècle, elle a pu se voir dans le rayonisme, dans le futurisme. C'est une révolution qui va vraiment faire passer en fait d'un monde stable à un monde désormais qui est rempli de vie, un monde qui est rempli d'ondes invisibles. Et l'exposition, elle s'attarde notamment sur l'importance que cette découverte a sur l'un des inventeurs de l'abstraction, Kandinsky. Cette expo, donc, elle situe l'abstraction dans cette histoire pleinement de l'atome. Dès lors, en effet, que le visible, c'est plus l'essence du réel. Dès lors que les sens, c'est plus les plus indiqués pour comprendre ou pour juger de la réalité du monde, eh bien l'art, il va cesser peu à peu de s'attacher à reproduire les apparences. Mais alors Jeanne, est-ce que cette révolution, effectivement, dans notre façon de percevoir le monde, va se prolonger tout au long du siècle dernier ? Du siècle dernier, c'est vrai que le XXe siècle est le siècle dernier. Et en effet, cette révolution va se prolonger, notamment à travers le deuxième âge d'or du nucléaire. Et là, j'entends le développement de l'industrie de l'énergie nucléaire. Et comme aux premiers âges de l'atome, l'art, c'est un des véhicules pour exprimer la façon dont on se représente le nucléaire. Et une des dernières sections de l'expo que je trouve intéressante, ça s'attachait en fait au programme de construction des centrales nucléaires développé entre le milieu des années 70 et 80 en France, et dont l'homme de la situation, l'architecte de la situation, s'appelle Claude Parent. Et lui, en fait,
ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler de cette manière dont l'architecture, elle prend des allures monumentales à l'échelle de la puissance même de l'atome. Et il dira à propos de son travail des architectures nucléaires, on est directement confondu avec le monde, avec sa nature, avec sa géologie. Et ce qui m'a passionné, c'est que vous travaillez le pays et non plus une sorte de petite architecture. Et ce changement d'échelle, permis justement par la puissance nucléaire, il est parfaitement synthétisé par l'image avec laquelle je finirai cette chronique. Elle a été faite par le graphiste Herbert Marter, américain. Et ce qui se joue ici, c'est bien ce retournement opéré par la bombe. C'est bien qu'en fait, on fait de la Terre, eh bien, un objet. Et malheureusement, dont la maîtrise résonne avec destruction et qui, selon le philosophe allemand de la bombe, Gunther Anders, fait que nous sommes passés du genre des mortels au genre mortel des humains. Voilà. Merci. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, c'était notre fin. Et la fin de la chronique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jeanne Dreyfus pour cette chronique absolument passionnante. On lance tout de suite la deuxième partie du Talk. Deuxième partie du talk, on continue justement nos échanges avec Nadia Amal de chez Docapos. Nadia, effectivement, dans vos actualités également, vous avez lancé une charte éthique pour l'éducation et la jeunesse. Alors, en quoi ça consiste et quels sont les engagements derrière cette charte ? Bien, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 18 millions d'utilisateurs, ça engage. C'est beaucoup de fonctionnalités, c'est beaucoup de demandes aussi parce que la roadmap, pour utiliser un terme technique, chez nous est co-construite avec les chefs d'établissement et avec les remontées qu'on a. Et puis parfois, on peut avoir des demandes. Est-ce qu'on souhaite ou pas les traiter ? Et donc, on s'est dit chez Docapos que c'était un sujet sociétal, de mettre dans la main de millions d'utilisateurs des solutions comme Pronote et que donc ça mérite qu'on se pose à chaque fois la question de l'éthique puisque Docapost est vraiment aujourd'hui engagé en faveur d'un numérique éthique et responsable. Donc la suite logique, c'était de pouvoir réunir un comité d'experts et de pouvoir avec eux travailler sur un certain nombre de sujets pour avoir leurs recommandations. Donc en fait, on se voit plusieurs fois par an et on a certains thèmes que l'on souhaite traiter. On recueille l'avis du comité et ça nous permet de prendre des décisions sur les fonctionnalités que l'on souhaite mettre en place dans les outils. C'est vrai, vous abordez des thèmes comme la loyauté, la transparence, la sécurité, la responsabilité sociétale et l'inclusion. Tout ça, ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur, qu'on ne voit pas forcément effectivement en tant qu'utilisateur des outils qui sont les vôtres. Malgré tout, derrière, ils sont bien ancrés. Tout à fait. Et ces engagements qu'on prend, on les prend pour nous, Docapost, mais aussi en espérant les partager à l'ensemble de la communauté partenariale qu'on peut avoir, puisque Pronote aujourd'hui est un outil qui peut se connecter à un certain nombre d'autres outils, et que dans ce cas-là, par exemple, si je prends l'exemple de l'inclusion, on parle beaucoup d'accessibilité. Quand on est sur Pronote, on a des exigences élevées en termes d'accessibilité. On travaille beaucoup sur ce sujet qui est vraiment un sujet d'amélioration continue. Et si derrière Pronote, vous connectez à une application qui n'est pas du tout accessible, vous allez penser que c'est Pronote qui ne fonctionne pas. Effectivement. Par exemple. Et je me permets de rebondir sur ce sujet d'inclusion parce que le 12 mai dernier, l'État a été condamné pour avoir refusé d'agir en faveur de l'accessibilité numérique de certains logiciels éducatifs. C'est une décision du tribunal administratif de Paris, après avoir été saisi par 2 associations qui défendent en fait les droits des personnes déficientes visuelles. Les établissements scolaires aux ENT inaccessibles risquaient une amende et risquent encore aujourd'hui, maintenant, depuis cette décision, une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 €. Ce sujet de l'accessibilité, en fait, avant, il n'était peut-être pas autant au cœur des ENT, alors que maintenant, effectivement, vous l'avez dit, avec 18 millions d'utilisateurs, quelque part, vous y êtes contraint. Et puis, on a envie, au-delà de fait d'être contraint. C'est que l'objectif, c'est de pouvoir embarquer tout le monde. Donc, bien sûr, c'est un sujet. C'est comme la sécurité des données, l'accessibilité. C'est vraiment une façon de développer au quotidien. On a un plan d'action d'amélioration continue sur le sujet. Aujourd'hui, on a des bonnes performances en termes d'accessibilité, mais qui ne sont encore pas à 100%. Et donc, on travaille pour pouvoir, même si on a aujourd'hui le meilleur taux d'accessibilité, faire en sorte que ça devienne
parfait. Bien sûr, et puis j'imagine que c'est un gage de confiance aussi pour les établissements scolaires, les parents, etc. Bien sûr. Alors, on l'a dit, vous êtes au cœur aussi tous les jours du numérique éducatif qui connaît une croissance rapide, mais c'est aussi une croissance qui doit être maîtrisée au vu des enjeux. Comment vous assurez justement que cette croissance, elle est responsable à la fois sur le plan éthique et environnemental? Parce qu'on parle des données depuis tout à l'heure, vous avez cette charte éthique, mais quand je la lis, cette charte, je me dis, il y a un sujet qu'on aborde peu quand on aborde les données, qui est le sujet en tout cas ici dans les données éducatives, qui est le sujet environnemental, l'impact environnemental de ces données. 18 millions d'utilisateurs, 10 000 établissements scolaires, évidemment, ça consomme. Vous l'avez dit, vous avez vos propres data centers, c'est ça, oui. près de Marseille ou à Marseille. Ce sujet environnemental, en tout cas la croissance numérique responsable, ça aussi c'est quelque chose sur lequel vous voulez agir, qui est au cœur de vos priorités? Oui, alors déjà DocaPost se positionne sur ce sujet du numérique responsable. On a obtenu un label il y a très, très récemment. Et c'est une volonté globale du groupe La Poste. Puisque aujourd'hui, DocaPost est une filiale du groupe La Poste et la neutralité carbone fait partie des enjeux forts du groupe depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc ça va à la fois du vélo électrique pour votre facteur au fait que dans nos data centers, il est aujourd'hui important de pouvoir compenser l'ensemble des empreintes carbone que l'on peut créer. Et puis après, dans l'outil, c'est aussi des questions à se poser. Est-ce qu'on doit garder toujours tous les documents en double, en triple ou pas? Si je prends l'exemple des bulletins de notes qui sont créés dans Pronote, l'idée est plutôt de les régénérer quand on en a besoin plutôt que de stocker, même si aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup de data stockées parce que c'est les 18 millions d'utilisateurs. Donc ça fait partie du processus régulier qui est de se poser la question de, quand on développe une solution, comment elle va être utilisée et de prévoir toujours qu'elle soit la plus frugale possible. Bien sûr. On va se retrouver dans quelques jours, toute petite semaine même, au salon Educatech à Paris, Nadia, où vous serez présent. Est-ce que vous allez présenter des nouvelles fonctionnalités, des améliorations aussi de Pronote et de votre environnement? Oui, alors ce qu'on va présenter, donc déjà j'espère que vous viendrez nous voir, nous avons un stand nous serons là, et on serait ravis de vous accueillir. Non, on va présenter plusieurs choses parce qu'aujourd'hui on intervient à la fois sur le primaire, sur le collège-lycée et sur le supérieur. Donc c'est vraiment important qu'on puisse vous montrer les nouveautés, mais de l'ensemble des solutions qu'on peut avoir. Pronote est la plus connue, mais il n'y a pas que Pronote, puisqu'on va pouvoir aussi vous montrer aujourd'hui ce qu'on fait au niveau de la primaire, avec une connexion aujourd'hui qu'on réalise entre Pronote primaire et une solution d'enfance-famille qui s'appelle Fast Enfance. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est-à-dire, en tant que parent, en tout cas, moi, j'ai vécu ça en tant que maman, quand vous voulez avoir des informations à l'école, vous avez une application, et puis après, quand vous devez payer la cantine ou aller réserver le centre aéré, vous avez une autre application. Nous, on se dit que faire parler tout ça, ça peut être mieux. Et si depuis une application aujourd'hui qui est Pronote, un parent peut gérer toute la vie scolaire de son enfant, c'est quand même plus simple. Donc, on va vous montrer ça, par exemple. Et puis, on va vous montrer aussi tout ce qui concerne les évolutions de notre espace numérique pour l'éducation et la jeunesse, qui est l'ENT de DocaPost, sur lequel nous avons beaucoup de nouvelles choses à vous dire autour de la pédagogie et de permettre aux enseignants de pouvoir aujourd'hui préparer des parcours pédagogiques qui sont les plus personnalisés possibles pour leurs élèves. Et puis sur la partie supérieure, parce qu'en fait, Pronote existe aussi pour les universités, sur un logiciel qui s'appelle Hyperplanning. Donc, on va pouvoir vous montrer, puis plein de nouveautés aussi en avant-première pour 2025. Bon, suspense donc jusqu'à Educatech qui aura lieu du 13 au 15 novembre 2024. Merci infiniment en tout cas Nadia Amal d'avoir été à nouveau parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe du pôle éducation et famille chez DocaPost. Merci, puis on se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, rendez-vous. Merci. Allez, c'est parti, je vous en prie. Merci à vous Jeanne Dreyfus pour cette chronique. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours, on se retrouve dès demain et dès 12h30 toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.